les questions de pauvreté ne dépendent pas toujours et uniquement du bon vouloir des populations des pays africains et même de leur savoir-faire. Que souvent, ça dépend de contexte international, historique, mais aussi présent. C'est Daniel Bourdané qui, dans un colloque, Daniel est le secrétaire mondial des GBU, il est tchadien d'origine, il a travaillé beaucoup sur les questions de pauvreté et nous avons été impactés par son ministère lorsque nous étions aussi en Afrique. Et c'est son texte qui est un texte qui me semble assez étoffé sur la question que j'exploite pour cet exposé. Il rappelle que l'histoire de l'Afrique est une histoire qui a été toujours une histoire de confrontation, n'est-ce pas? Et qu'on n'est pas toujours à l'aise de sortir ces confrontations-là. Et que la première des confrontations, c'est celle de la traite des Noirs, qu'il faut bien rappeler, n'a pas commencé avec l'Occident, a commencé avec le monde arabe et le monde musulman. Et qui ensuite, entre le XIVe siècle et le XIXe siècle, a été dominé par le monde occidental. Il rappelle aussi que la deuxième confrontation, c'est avec la colonisation. Et moi, ces dernières années-ci, je visite mes classiques de littérature africaine. Et l'un des classiques, c'est Kamara Lai, l'enfant noir. Et puis l'autre classique aussi, c'est Mbongo Mbeti qui écrit Le pauvre Christ de Bomba. Et c'est des auteurs africains qui ont traduit quelque chose du rapport aux colons. Et dans Le pauvre Christ de Bomba, les enfants de ce village avaient un rapport au prêtre. Et ils disaient à chaque fois, le Christ, c'est le prêtre. C'est l'image qu'ils avaient du Christ. Et de là, voilà, il laisse son imagination aller dans ce rapport à la tradition et à la foi chrétienne. La colonisation a été quelque chose de fort. J'ai entendu un débat récemment sur une antenne où quelqu'un disait, est-ce que la colonisation a été d'une certaine façon avantageuse à l'Afrique? Je n'ai pas de réponse. Non, j'ai ma réponse, mais je ne vous la donnerai pas, c'est sûr. Et puis de cette colonisation, on a débouché sur les indépendances, donc 1960. Et il disait que c'est pour cela qu'on dit que l'Afrique, finalement, c'est des nations très jeunes, parce que 1960, par rapport à la Révolution française, c'est tout récent. Mais c'est parce que c'est ces moments-là qui nous font rentrer dans l'histoire mondiale. Mais sinon, c'est de vieux continents, c'est de vieilles traditions. Aujourd'hui, il dit que l'Afrique subit une troisième influence. Il dit que c'est la globalisation. Cette troisième influence, c'est la globalisation. Et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à cette globalisation? Il nous explique que le poids de l'Afrique est bien maigre, 2%. L'Afrique pèse 2% dans les balances économiques mondiales. Et que l'orientation actuelle mondiale ne donne pas de lueur d'espoir. Parce qu'il dit que pour espérer réussir, il faut que l'Afrique ait des capitaux. Mais elle n'a pas les capitaux. Il dit même si elle empruntait les capitaux, il faut encore qu'elle sache les investir. Et même si elle savait les investir, il faut qu'encore elle soit capable de les rentabiliser. Il dit malheureusement, l'Afrique, dans le contexte actuel, n'a ni les capitaux, ni les industries, ni la possibilité de spéculer, parce qu'on n'a pas de bourse et que l'histoire des bourses sont très récentes dans les capitales africaines. On est dans un monde libéral où c'est le capital et qui est celui qui donne la force aux nations. Et il a ce constat, et pourtant c'est quelqu'un qui se bat dans la vie, et quand il écrit des choses comme ça, Daniel Bourdané, ça nous parle d'une façon retentissante. Il dit, nous entrerons encore une fois dans la globalisation les mains vides. Si par le passé, les prolétaires étaient ceux qui fournissaient la main-d'œuvre aux grands producteurs, aux industriels, aux capitalistes, la globalisation va produire une nouvelle catégorie de prolétaires, dont l'Afrique, se limitant à produire des matières premières, un espace à exploiter. Et il dit que même s'il y avait de l'espoir, cet espoir est tout de suite douché parce que ce qu'on appelle
les aides publiques au développement, donc les aides que les nations occidentales octroient aux nations africaines, surtout celles du sud du Sahara et dans les pays du sud un peu plus pauvres. Il dit que cette aide, finalement, mieux vaut que je lise ce qu'il a dit. C'est plus simple pour moi. Et c'est un autre auteur que je vais citer plus tôt, qui lui est un peu plus... Il dit que la dette engendre une grande hémorragie de capitaux à partir des pays les plus pauvres vers les pays riches, privant les pays économiquement fragiles de ressources qui auraient pu servir à la couverture des biens et des besoins humains et fondamentaux. Il cite le rapport 2004 du CNUSED. Le CNUSED, c'est une organisation des Nations Unies, qui dit qu'entre 1970 et 2002, l'Afrique a reçu 540 milliards de dollars en dette, en prêt, et bien qu'elle ait remboursé 550 milliards de dollars en principal et en intérêt, elle affichait encore un encours de la dette à hauteur de 295 milliards. C'est-à-dire qu'elle a presque remboursé la dette, mais elle continue encore de rembourser la moitié de ce qu'on lui a prêté. Parce qu'en temps, il y a les intérêts, n'est-ce pas? Et qu'on dit, en fait, ce n'est pas la dette qui pèse en tant que telle, c'est les intérêts de la dette. Puisque justement, les pays africains n'arrivent pas à rembourser cette dette dans les délais qui leur sont impartis, du coup, les intérêts s'accroissent encore plus. Et qu'ils ont trouvé le dernier gadget, ça s'appelle les PPTE, donc le programme des pays les plus endettés. Donc, si vous êtes un pays dont l'endettement est écrasant, on vous supprime vos dettes. Sauf que, il faut être quand même fort pour être un pays au-dessus de tous les autres pays. Donc c'est une concurrence à être le pays le plus endetté pour sortir de l'endettement. C'est un système un peu... Mais ça, c'est mon analyse. Et je pense qu'elle n'est pas objective, mais c'est comme ça que je le vois. Quand il prend le cas du sud du Sahara, il dit que là, c'est 294 milliards de dollars. Et que sur les 294 milliards, sur cette période de 1970 à 2002, 268 milliards de dollars ont été remboursés, mais ces pays restent encore débitaires de 210 milliards de dollars. Et donc, cette structure des Nations Unies elle-même, elle dit, dans la conclusion de son rapport, la conclusion du rapport est que cela équivaut à un transfert inverse de ressources en provenance du continent le plus pauvre vers les continents les plus riches.